Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, d'IA. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet, beaucoup d'idioties selon moi, mais aussi des trucs très pertinents qui encouragent à la réflexion. Et il est super important de mener une réflexion sur ce sujet car c'est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Avant de faire cet épisode, j'ai pris du temps, je me suis beaucoup renseigné, je me suis aussi beaucoup formé sur cette thématique, j'ai échangé avec des experts, j'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations sur l'IA et j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos sur la question. D'ailleurs, j'ai prévu de tout vous résumer très bientôt dans un atelier du Club des Stratèges, très prochainement. Pour commencer, il faut bien comprendre que même si les médias du monde entier parlent de l'IA depuis quelques mois, en réalité, ça fait des années, sinon plus d'une décennie, que des entreprises utilisent l'IA pour certaines tâches. On peut citer par exemple le monde de la finance avec l'IA Aladdin de BlackRock qui fait des investissements prédictifs, ou encore notre secteur qui est la photo avec une IA, celle du logiciel Luminar par exemple. Donc pas de nouveauté, sinon l'accès au grand public permis par OpenAI et son ChatGPT. Autre info, même si l'IA se démocratise et fait énormément parler d'elle, ses usages restent encore extrêmement limités et on ne va pas nous remplacer de sitôt. D'ailleurs, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est la phrase suivante. Vous ne serez pas remplacé par l'IA, vous serez remplacé par un humain qui utilise l'IA mieux que vous. Au fond, quand on regarde l'histoire économique, il n'y a pas de grande nouveauté au regard de l'IA. Quand j'étais en fac d'histoire, avant d'intégrer Sciences Po, j'avais un cours passionnant d'histoire économique dans lequel on nous parlait de deux mecs très intéressants, à savoir Joseph Schumpeter et Everett Roger. Ces deux économistes et sociologues du 19e et du 20e siècle ont posé les bases en matière d'innovation et leurs travaux permettent de mieux comprendre comment fonctionne l'économie et plus largement la société dans laquelle nous vivons. Pour cela, il faut comprendre deux concepts développés par ces penseurs. Le premier, c'est la destruction créatrice de Schumpeter et le deuxième, c'est la courbe d'adoption de Rogers. Commençons par le premier. Selon cette théorie, c'est de la destruction créatrice, le progrès économique et technologique implique nécessairement la disparition de certaines industries et entreprises, qui seront remplacées par de nouvelles. On part donc de deux notions qui coexistent, la destruction, avec les innovations qui rendent souvent obsolètes les technologies, les produits, les services existants, par exemple l'invention de l'automobile, qui a conduit à la disparition de l'industrie de la construction de voitures à chevaux, et deuxième notion, la création. Parce qu'en même temps, ces innovations créent de nouvelles opportunités économiques et de nouveaux emplois. Par exemple, l'industrie automobile a créé de nombreux emplois dans la production de voitures, la vente de voitures, la réparation, etc. L'histoire de la photographie est un excellent exemple de destruction créatrice. Pendant la majeure partie du XXe siècle, c'est la photographie argentique qui est la norme. Les photographes utilisent des films qui étaient ensuite développés dans des chambres noires pour produire des images. Et à cette époque, les entreprises comme Kodak dominent l'industrie. Dans les années 90-2000, la photographie numérique commence à gagner en popularité. Les appareils photo numériques, n'ayant pas besoin de film, permettent aux utilisateurs de voir leurs photos immédiatement. Et sachant qu'en plus, ils pouvaient également stocker beaucoup de leurs photos, beaucoup plus de photos que sur les appareils photo à film. L'essor de la photographie numérique a donc conduit au déclin de l'industrie de la photo argentique. Les ventes de films ont chuté, nombreuses entreprises de photos traditionnelles comme Kodak ont eu du mal à s'adapter, et d'ailleurs Kodak a finalement déposé le bilan en 2012. Alors que, pour la petite histoire, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'un des employés de Kodak qui avait inventé le premier appareil photo numérique de l'histoire. Et toujours pour la petite histoire, à l'époque son patron lui avait ri au nez en disant que, je cite, « personne ne regardera des photos sur un écran d'ordinateur ». Comme quoi le mec était assez visionnaire. Mais au final, en même temps que cette phase de destruction, la photographie numérique a également créé de nouvelles opportunités. Les photographes amateurs avaient désormais accès à des outils de haute qualité, qui étaient auparavant réservés aux professionnels. Et quand on dit photographe amateur, j'entends certains, peut-être qui écoutent ce podcast, qui vont commencer à dire « Oula, photographe amateur, c'est un peu nos ennemis ». Tout le monde a commencé comme photographe amateur. Tous les professionnels ne sont pas nés un jour professionnels. On est tous passés par une phase d'amateur, donc ça a permis à des gens de se lancer. Après, on peut parler des smartphones, avec des caméras intégrées, et qui a démocratisé la photo et l'image auprès de milliards de personnes, littéralement. Et de nouvelles entreprises comme Instagram ont été créées pour permettre aux gens de partager entre eux des photos. Donc, même au sein de la photographie numérique, le cycle de destruction créatrice, il continue. Par exemple, les appareils photo réflexes numériques n'existent presque plus, ne sont plus fabriqués.
Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence avec les smartphones, mais aussi avec l'hybride, qui est une autre innovation technologique. De plus, les services de stockage de photos en ligne ont perturbé les disques durs, les cartes mémoire, et avant on était même sur d'autres systèmes de stockage. Ainsi, l'histoire de la photographie, elle illustre bien comment la destruction créatrice peut transformer une industrie en rendant les anciennes technologies obsolètes tout en créant de nouvelles opportunités. L'autre théorie économique, la deuxième théorie économique qu'il faut connaître, c'est la courbe d'adoption de Rogers. Il s'agit d'un modèle qui décrit comment, pourquoi et à quelle vitesse une nouvelle idée ou technologie se propage à travers différentes populations. Ce modèle, développé donc par le sociologue Everett Rogers en 1962, divise la population en 5 groupes basés sur la volonté d'adoption d'une nouvelle innovation. Le premier groupe, on les appelle les innovateurs. C'est à peu près 2,5% de la population. Donc c'est ridicule. Ce sont les premiers à adopter une nouvelle idée ou technologie et ils sont généralement prêts à prendre des risques. Ils ont des réseaux sociaux plus larges et ils sont plus ouverts à de nouvelles idées. Par exemple, c'est les gens qui ont acheté les premiers iPhones ou qui ont été les premiers à investir dans les crypto-monnaies, qui ont acheté des bitcoins au tout début quand ils valaient 1 ou 2 dollars. Aujourd'hui, il en vaut presque 30 000. La deuxième partie, ce sont les adopteurs précoces, à peu près 13% de la population. Ce sont ceux qui adoptent les nouvelles idées juste après les innovateurs. Et ils ont généralement un statut social un peu plus élevé, des contacts plus étroits avec les innovateurs, et sont souvent des leaders d'opinion. Donc ce sont par exemple les personnes qui ont commencé à utiliser des services de streaming au tout début, comme Netflix, Spotify, juste après leur lancement. Ensuite, la troisième partie, ce sont la majorité précoce. Donc là, on parle de 34% de la population, selon Roger. Donc c'est un groupe qui adopte les nouvelles idées avant la moyenne de la population, mais après avoir vu tous les innovateurs, les adopteurs précoces, les adopter. Parce qu'ils ont besoin de preuves que l'innovation fonctionne avant de l'adopter. Donc c'est les personnes qui ont commencé à utiliser les médias sociaux comme Facebook, Twitter, après avoir vu leurs amis et leur famille les utiliser. Là, il y a de fortes chances que vous fassiez partie plus ou moins de ce groupe pour la plupart des dernières innovations sur le marché. Et vient ensuite la majorité tardive, l'autre 34% de la population, qui regroupe tous les sceptiques, les gens qui attendent que la plupart des autres aient adopté l'innovation avant de le faire eux-mêmes. Ils ont besoin de beaucoup plus de preuves et d'assurance avant d'adopter une nouvelle idée. C'est des gens qui ont une forte aversion au risque, qui n'ont pas trop envie de prendre des risques. C'est par exemple ceux qui ont commencé à faire des achats en ligne ou à utiliser des services de banque en ligne seulement après que ces technologies soient devenues largement adoptées ou acceptées. Et enfin, il y a les retardataires, qui correspondent quand même à 16% de la population, ce qui est quand même énorme. Et ce groupe, alors il y a beaucoup une question d'âge aussi dans le lot, les retraités, les personnes âgées, forcément vont moins aller vers les crypto-monnaies ou vers l'iPhone quand il sort. Mais ce groupe, qui ont en plus aussi parfois un statut social assez bas, parce qu'ils n'ont aussi pas forcément les moyens d'adopter ces technologies, ont des réseaux assez limités, mais sont surtout très sceptiques à l'égard des changements et des innovations, voire même très réfractaires. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas là que de théorie. C'est un constat sociologique de comment fonctionne une partie de notre économie. Et il semble évident que l'IA n'échappera pas à ces règles. Il semble évident que l'IA va détruire, mais aussi créer. La vraie question à se poser, quand on est photographe et qu'on cherche à se positionner dans ce schéma, c'est la question de la valeur que vous apportez, que vous pouvez apporter aux clients. Parce que si une IA, si une machine peut faire les choses mieux que vous, c'est qu'il est temps de se remettre en question et de trouver une autre stratégie. Car il existera toujours des cas pratiques pour lesquels le travail d'un humain sera nécessaire. Tout comme il y a certaines choses que l'IA fera vite et mieux qu'un humain. On peut citer l'exemple de la photo d'illustration pour une campagne de pub, qui peut très bien être fait par une machine. Je sais que ça fera bondir certaines personnes qui écoutent ça, mais on a déjà vu le cas de certaines affiches promotionnelles qui utilisent des photos faites avec l'IA, parce que c'est de la photo d'illustration qui, je ne vais pas dire qu'il n'a pas de valeur, mais en tout cas qui peut largement être reproduite, un peu comme un illustrateur. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est assez marrant de voir ça, mais ça existait déjà avant même l'IA. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journaux, je pense par exemple au journal Management, qui est un grand titre du groupe Prisma, qui n'a presque plus de photos en fait dans son journal. C'est quasiment que des dessins ou des illustrations. Mais les photographes ne sont pas forcément sortis dans la rue avec des fourches pour dire que les illustrateurs allaient leur piquer leur boulot. Okay, et donc ça, on peut le comparer à des choses comme par exemple le reportage de guerre ou un portrait de famille
qu'on va difficilement pouvoir faire avec de l'IA. Parce que même si vous pourrez améliorer des images faites et trouver un style à une photo de portrait, de famille, etc., si vous voulez la réalité, si vous voulez montrer quelque chose qui correspond vraiment à la réalité, tout court, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une photo. D'accord ? Vous ne pouvez pas demander à un prompt, vous ne pouvez pas demander à une machine avec un prompt de créer la scène exacte de l'offensive ukrainienne dans le sud du Donbass. Okay ? Vous ne pouvez pas demander à l'IA d'inventer une photo de vos enfants, surtout si en plus il n'y a aucune photo d'eux qui traîne sur Internet. D'accord ? Techniquement, elle ne pourra même pas le faire. Donc, il y a encore, bien entendu, des opportunités, et tout comme il y a encore des peintres qui font des portraits, d'accord, alors que la photo a quand même disrupté ce marché-là aussi. À l'époque, quand il n'y avait pas d'appareil photo, si on voulait se faire tirer son portrait, c'était soit via un sculpteur, soit un peintre, d'accord, ou un dessinateur. La réelle problématique dans tout ça, pour revenir un peu à l'épisode, c'est que il est impossible de trop se projeter dans l'avenir, parce que c'est trop incertain. Cependant, ce qui semble clair, et que je trouve personnellement très bien, c'est que on va tendre de plus en plus vers une suppression, en tout cas une réduction, de la médiocrité et de la fainéantise. Il existe beaucoup trop de gens, encore aujourd'hui, qui se contentent du minimum, et qui attendent qu'on leur apporte une solution, comme ça, comme si on leur devait quelque chose. Et en fait, ça marche pas comme ça l'entrepreneuriat. La photo, ça marche pas comme ça. C'est pas en manifestant dans la rue ou en pleurant sur les réseaux sociaux que vous allez vous épanouir dans votre métier de photographe et de créateur. Ce qu'il faut faire, c'est employer son temps, son énergie, son argent à devenir meilleur, à devenir un meilleur entrepreneur, à devenir un meilleur photographe, à améliorer ses compétences, faire grandir son expertise dans le but d'apporter plus de valeur à ses clients. Et pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Il faut bosser dur, il faut se former auprès d'experts qui savent de quoi ils parlent, et il faut utiliser un maximum d'outils et d'innovations technologiques qui sont à notre disposition pour avancer. Et ça tombe bien, l'intelligence artificielle fait partie de ces formidables outils. La question c'est, ferez-vous partie des innovateurs, les 2,5%, ou des retardataires ? Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, et si vous voulez plus de ressources efficaces et utiles, vous pouvez télécharger gratuitement ma boîte à outils pour photographes entrepreneurs, dont le lien se trouve en description. A bientôt pour un nouvel épisode.